J'arrive de Chine. Ce matin, je suis encore en plein décalage. Là, c'est la deuxième journée, c'est la pire, semble-t-il. Et ce que je remarquais en Chine, c'est à quel point le support de publicité est partout. Pour une économie encore, semble-t-il, un peu communiste, c'est fou comment on tente de vendre des biens de consommation partout. Et donc, les supports numérisés dans les taxis, évidemment, mais sur des pans de murs à Shanghai, évidemment, ceux qui sont allés, vous avez tous vu ça. Bref, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a de la publicité sur le web, il y a de la publicité partout, il y a de la publicité numérisée, et il y a des supports qui font en sorte que probablement qu'on voit des concepts très différemment selon qu'on est sur un pan sur 39 étages ou sur un écran de iPhone. Donc, j'ai l'impression qu'il y a énormément de demandes de publicité qui s'en vient. Et en même temps, est-ce qu'on va être dans le groupe qui va en profiter ou pas? Je vous invite à accueillir avec moi Mme Villeneuve qui va venir nous dire ce qui se passe. Merci. Bon matin, merci. Alors, et oui, à l'image de l'industrie, l'Association des agences de publicité du Québec, l'AAPQ, a changé et se nomme dorénavant A2C pour mieux représenter ses membres. C'est donc j'ai un immense privilège ce matin de vous présenter les faits saillants de notre étude économique sur l'industrie de la communication marketing au Québec. Je ne vous apprendrai rien ce matin si je vous dis que l'industrie est en transformation. Mais à quel point? Quel est l'impact concret pour le Québec? C'est ce que les membres du conseil d'administration ont désiré savoir en commandant cette étude. C'est un énorme chantier sur lequel nous avons travaillé pendant plusieurs mois, un investissement financier important, mais qui est primordial pour l'industrie. La dernière étude économique datait de près de 10 ans. Nous sommes donc alliés à l'AQPFP. J'en profite d'ailleurs pour remercier André Gariepi, Benoît Hogg et Suzanne Bourret pour leur implication et collaboration. L'étude a été réalisée par Raymond Chabot de Grant Thornton. Nous n'avons pas toujours été les clients les plus faciles avec nos nombreuses demandes, mais on a énormément apprécié votre rigueur et votre professionnalisme. J'en profite aussi pour saluer et remercier Pierre Fortin, associé, qui est ici, et Francis Bouchard, qui est dans la salle, qui ont énormément travaillé sur notre étude. Enfin, un merci particulier à toutes les agences répondantes. Notre questionnaire était exhaustif, prenait plusieurs heures à remplir, mais c'est grâce à vous qu'on a des résultats ce matin, alors merci infiniment. Les données partagées aujourd'hui sont une photo prise de l'industrie à un moment précis qui met en perspective notre réalité, mais également nos enjeux. 3 objectifs étaient visés. Le premier, établir le profil économique de l'industrie afin de mesurer la valeur et l'évolution de cette dernière. Le deuxième, calculer les retombées économiques. Et le troisième, cerner les grands enjeux de l'industrie afin de poser un diagnostic de notre situation. La méthodologie. Pour réaliser ces objectifs, RCGT a utilisé une méthodologie en 4 étapes. RCGT a procédé à la collecte de données primaires auprès d'entreprises membres et non membres de l'A2C et de la QPFP. 2 questionnaires similaires, mais différents selon les deux agences et les maisons de production. Selon les statistiques officielles de Statistique Canada, les revenus des agences ayant répondu au sondage correspondent à près de 50 % de la projection des revenus totaux des agences en 2014, ce qui en fait un très bon taux de représentativité. RCGT a également procédé à la collecte de données secondaires provenant de différentes sources, que ce soit par Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, Infopresse, l'Union des artistes, l'Association québécoise des techniciens de l'image et du son, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, IAB, Nielsen et j'en passe. Pour bien comprendre nos données, il faut bien comprendre et prendre en considération l'écosystème complet. La photographie comprend différents joueurs qui forment cet écosystème. Notre étude a porté sur les entreprises de services offrant des services de communication marketing dans les quotidiens de Statistique Canada sous publicité, marketing, relations publiques, ainsi qu'au niveau de la production et du numérique. Ça peut sembler simple comme ça, mais croyez-moi, c'est extrêmement complexe de classifier des métiers aussi diversifiés que les nôtres. Ceci étant dit, quel est l'état de l'industrie en 2015 et quel est son avenir? D'abord, commençons avec les bonnes nouvelles. Notre industrie contribue à la prospérité économique du Québec. Malgré les transformations, notre industrie demeure en légère croissance. Notre industrie génère 5,9 milliards de dollars en activité économique.
Les clients annonceurs investissent des budgets en communication et en publicité, et ces derniers se répartissent dans les secteurs médias et hors médias. Les investissements médias s'élevaient à 2,85 milliards de dollars et le hors médias à 3,1 milliards de dollars. La proportion est évaluée à 48 % médias, 52 % hors médias. Cette donnée peut varier évidemment selon la façon avec laquelle elle est évaluée et comptabilisée, mais ça tourne autour de cette proportion. La communication marketing représente une industrie importante au Québec, créatrice de valeur. Les impacts économiques totaux des agences de publicité, médias et numériques sont estimés à 783,2 millions de dollars en termes de PIB. Les recettes générées aux 2 paliers de gouvernement sont estimées à 86,5 millions de dollars et les revenus de parafiscalité, on entend par là la CSST, RRQ, l'assurance-emploi par exemple, ça s'élevait à 86,7 millions de dollars. Basé sur les répondants de l'étude, les revenus égalaient 1 milliard de dollars pour les agences de communication, médias et numériques et 62 millions de dollars pour les maisons de production. De ces revenus, 75 % provenaient de clients du Québec. L'étude révèle également que c'est plus de 10 000 emplois et 10 000 personnes qui travaillent dans notre industrie. 10 000 emplois. Le salaire annuel moyen dans les agences sondées, M. Leblanc disait qu'on avait d'excellents salaires, l'étude le confirme, le salaire annuel moyen est d'un peu plus de 72 000 $, un résultat en accord avec les données de Statistique Canada qui indique un salaire annuel moyen de près de 69 000 $. La médiane, selon nos répondants, était de 62 000 $. Ce salaire est évidemment supérieur à la moyenne du secteur des services professionnels du Québec, qui est de 55 526 $ en 2014. 67 % de nos employés ont un baccalauréat et plus. 58 % ont un bac et 9 % ont une maîtrise et plus. Il y a une forte proportion de femmes parmi les employés de nos agences qui s'élevait à 57 %. Pour ce qui est de la haute direction des agences, cette proportion de femmes est plus faible par contre. Au niveau de la culture, c'est la première fois que nous avons des données concrètes sur la contribution de l'industrie publicitaire à la culture, chiffres à l'appui. Je remercie d'ailleurs l'UDA et l'Actis d'avoir collaboré et participé à cette étude. Votre implication a été très précieuse et on vous en remercie. En effet, l'étude révèle que la publicité est la deuxième source de revenus pour les artistes d'ici. 24 % des revenus totaux des artistes de l'UDA proviennent du secteur des annonces publicitaires, représentant plus de 33 millions de dollars au cours de la dernière année. Plus de 3 500 artistes ont travaillé pour un total de 27 950 cachets au total en 2013-2014. Une diminution a par contre été enregistrée d'environ 2 % par année depuis les 3 dernières années. La plus forte croissance a eu lieu dans le nombre de cachets pour la cyberpublicité, soit 14,9 %, alors que la télévision compte plutôt une diminution de 5,3 % entre 2010 et 2015. La télévision représente toujours, par contre, plus de 50 % des cachets alloués aux artistes. Au total, la contribution de l'industrie publicitaire au milieu de la culture se chiffre à 50 millions de dollars. En plus du 33 millions que je vous parlais versés aux artistes de l'UDA, on ajoute 7 millions de dollars aux techniciens de l'image et du son, 6 millions aux pigistes en production et 4 millions aux réalisateurs. Sans surprise, évidemment, l'étude révèle qu'à l'instar du reste du monde, le Québec vit également de grandes transformations. Ce que l'étude nous révèle est qu'au niveau mondial, les investissements médias sont en croissance, dû largement à la montée du numérique. Par publicité numérique, évidemment, on compile tant le SEM, la publicité mobile, vidéo et j'en passe. Entre 2009 et 2018, les investissements mondiaux devraient croître de 6,7 % annuellement, selon les projections. Alors que la publicité en ligne ne représentait que 14 % des investissements totaux en 2008, elle représentera 36 % des investissements en 2018. Cette augmentation représente une croissance annuelle moyenne de 15,4 % pour la même période. Pour la première fois au Canada, les investissements médias numériques ont dépassé ceux de la télévision en 2014. Entre 2013 et 2014, les investissements médias numériques canadiens ont augmenté de 11 %, alors que la télévision et la radio sont plutôt stables à moins 1 %
et on note un déclin plus important et plus prononcé pour les journaux et les magazines, soit 17 et 15 % respectivement. Les investissements publicitaires numériques au Québec siègent également au premier rang de l'ensemble des médias, avec une hausse de plus de 21 % par rapport à 2012. Ce sont seulement les médias francophones qui ont été compilés pour ces données. L'affichage et la radio ont également vu leurs investissements augmenter de 9,8 % et 2,4 % entre 2012 et 2015, alors que l'étude révèle une baisse pour la télévision de 7,5 %, de 14,4 % pour les quotidiens et de 16,1 % pour les magazines. Au niveau des réseaux mondiaux, l'étude note une présence plus marquée au Québec. En effet, 12 des 16 plus grands réseaux internationaux de communication marketing, les entreprises mères des réseaux, ont une présence au Québec en 2015. L'étude révèle par ailleurs que près de 73 % des agences membres de l'A2C sont à propriété québécoise. La moins bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est l'impact de la perte des sièges sociaux pour notre industrie. Ce n'est pas une donnée qui provient directement de notre industrie, mais qui a un impact considérable. L'étude souligne la perte de 30 % des sièges sociaux entre 1999 et 2012, de 131 à 94. Un enjeu important mentionné par les dirigeants sondés par le sondage. Calgary et Vancouver devancent désormais Montréal. Et Toronto domine largement avec 259 sièges sociaux. Fait à noter, 50 % des 10 plus grands annonceurs au Québec en 2013, tous médias confondus, avaient leur siège social canadien hors du Québec. Cette proportion était de 70 % pour les grands annonceurs en télévision et 90 % sur Internet. Alors qu'en 1999, la région métropolitaine de Montréal était la deuxième agglomération canadienne comptant le plus de sièges sociaux, elle est aujourd'hui reléguée à la 4e place. Or, les sièges sociaux contribuent au développement économique des firmes de services professionnels telles que les agences et les maisons de production. En 2011, il était estimé que la présence des sièges sociaux avait soutenu plus de 70 000 emplois au Québec. Quel impact pour le Québec? L'étude démontre que le déplacement de campagne du Québec vers le reste du Canada a engendré des pertes de revenus bruts de 9,3 millions de dollars au profit de Toronto, selon les agences répondantes. Le sondage dénote une baisse du nombre total d'employés de 2,4 % entre 2013 et 2014, alors que la masse salariale et les avantages sociaux versés par les agences ont diminué de 10,7 % pendant la même période. Les répondants au sondage ont également versé plus de 11 millions de dollars à plus de 700 pigistes, une hausse de 5,9 % entre 2013 et 2014. L'explication possible? Il y a eu un gel des salaires ou des coupes dans les plus hauts salariés, et ces coupes ont possiblement été compensées par l'embauche de sous-traitants. De plus, les agences investissent peu en formation. On parle de moins de 1 %. L'impact se vit également sur les maisons de production. On perçoit une baisse tant sur le chiffre d'affaires qu'en masse salariale, 3,9 % et 2,2 % en baisse. L'étude note aussi une diminution du nombre d'annonces produites de 10,8 % depuis 2012. Et 4 fois plus de tournages TV que numériques sont aussi comptabilisés pour les maisons de production répondantes. Au niveau des données fournies par l'Actis entre 2012 et 2014, la masse salariale versée spécifiquement pour les messages publicitaires aux techniciens est passée de 8,5 millions de dollars à 7,1 millions de dollars, une diminution de 8,2 %, alors qu'une baisse de 7,6 % pour le nombre de journées de tournage a été enregistrée. Quoi retenir? Beaucoup de chiffres ce matin. L'étude confirme que l'industrie publicitaire contribue à la prospérité économique du Québec. Les chiffres sont là pour le prouver. L'industrie vit de grandes transformations, en grande partie à la croissance du numérique. Quel est donc l'avenir de notre industrie? Car oui, nous vivons des défis, mais nous regorgeons de talents et les statistiques sont également là pour le prouver. Existe-t-il qu'une solution? La réponse est évidemment non. Mais la formation est une opportunité incroyable et importante pour notre industrie. Il faut davantage investir en formation. On doit miser sur notre talent. Selon l'étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sur les industries créatives, M. Leblanc le mentionnait un peu plus tôt, Montréal compte plus de 50 % de plus d'emplois créatifs que le reste du Canada.
Montréal est classée première métropole mondiale pour l'accueil d'étudiants étrangers. L'A2C a créé le DESS en communication marketing à HEC Montréal il y a plus de 15 ans et a collaboré à la création du baccalauréat en communication marketing à l'UQAM. Ce sont d'immenses succès. Nous continuons donc l'investissement massif en formation pour s'assurer de développer une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée. Selon une récente étude, 65 % des métiers de la prochaine décennie n'existent pas aujourd'hui. 65 %. C'est pourquoi nous appuyons sans réserve le projet de créer la toute première école de créativité multidisciplinaire à Montréal. Parce que nous croyons que la créativité est la compétence clé des leaders de demain. Notre métier est en mutation et la formation doit suivre ce chemin. Je sais que d'autres associations partagent également cette même réflexion. C'est pourquoi nous invitons les industries créatives, toutes associations confondues, à joindre le haut mouvement. Un projet très ambitieux pour Montréal et qui nous permettra de mettre notre talent au cœur de la vitalité économique du Québec. Plus de détails vous seront partagés sur le projet sous peu. C'est donc ce qui complète le portrait de l'étude économique de l'industrie de la communication marketing. Pour télécharger l'étude complète ou avoir accès à la présentation de ce matin, je vous invite à aller sur notre site web a2c.québec. Je vous annonce aussi que notre ambition est de refaire cette étude aux 3 ans. On ne peut pas laisser passer encore un autre 10 ans avant d'avoir des statistiques plus récentes, pour bien suivre l'évolution et vous tenir au courant. Enfin, nous pouvons être fiers d'œuvrer dans cette industrie aussi dynamique qui contribue à la prospérité économique du Québec, malgré les défis que nous vivons. Je suis persuadée que nous avons le talent, mais surtout l'ambition pour les relever. Merci. Je cède maintenant la parole à notre commanditaire présentateur, Bell Media. Merci. Et maintenant, afin de poursuivre la discussion sur les enjeux de l'industrie, j'inviterai M. Michel Leblanc, ainsi que vos panélistes, Alain Tadros, Franck Colmar, Guy Crevier et Richard Spear, à prendre place sur scène. Messieurs. Alors, le temps que tout le monde s'assoit, je vais juste vous rappeler, j'ai à peu près 20 minutes pour les driller. Là. Je ne sais pas si je vais les driller vraiment. Puis ensuite, il y aura 15 minutes pour des questions du plancher. Donc, si ça commence déjà à vous brûler les lèvres, soyez un peu patient. Dans 20 minutes, ça va être votre tour. Première réaction, il y avait énormément de chiffres, il y avait quelques constats. Il y a quelque chose qui vous a surpris dans ce qui a été dit ou c'est quelque chose que vous saviez déjà intuitivement? Pour moi, ce n'est pas un portrait qui est sombre. Hein. C'est le portrait type d'une industrie qui est en transformation. La mondialisation, c'est inévitable. Puis il n'y a pas un secteur qui va y échapper. Puis en plus, c'est accéléré aujourd'hui par les technologies puis l'accès à des capitaux. Maintenant, c'est quoi l'impact de ça sur une industrie comme celle-là? Selon moi, les composantes sont simples. Ça reste une industrie qui repose sur la créativité. Donc, l'idée d'une école de créativité, c'est fantastique. On l'a vu avec le TS, on l'a vu avec l'INIS aussi, ça donne des résultats. Mais ce n'est pas une solution qui va sauver l'industrie. Il y a une concentration qui est nécessaire, à mon point de vue. Il faut que les joueurs atteignent une masse critique. Et après ça, il faut développer une expertise qui est une expertise qui distingue chacun des joueurs. Puis quand je regarde ici le panel aujourd'hui, pour moi, cette transformation-là de l'industrie, elle a commencé. Je regarde Frank, qui est le champion de développer des nouvelles marques. Comme c'est vrai, vous avez fait beaucoup de travail pour développer des nouvelles marques. Alain, vous avez acquis Neuron récemment, qui est vraiment, qui vous permet d'avoir un élément distinctif. Et toi aussi, dans ton secteur, tu as tellement fait au niveau de la concentration puis de la masse critique qu'on voit que c'est une industrie qui se transforme. Mais c'est pas, je pense pas qu'il faut regarder ça en disant, on souffre. Il faut regarder tout l'environnement comme étant, dire, il y a des opportunités qui sont extraordinaires. Une autre réaction? Moi, je pense que le constat est préoccupant, puis ça démontre l'urgence d'agir rapidement. Si je parle pour les maisons de production, si on regarde les chiffres qu'on a vus, tous nos indicateurs de performance sont à la baisse. Donc, c'est un peu préoccupant en tant qu'industrie de ce côté-là, mais ça ne s'explique pas juste avec le numérique. Je pense que les maisons de production ont été durement frappées par la migration des comptes vers Toronto. Ça, il ne faut pas le nier à travers tout ça. La créativité, c'est une chose, mais il faut avoir un effort d'industrie parce qu'à chaque fois qu'un Honda, qu'un Tim Hortons quitte vers Toronto, mais c'est moins de travail pour les créatifs ici. Donc, dans le constat de la préoccupation là-dedans, je pense que dès aujourd'hui, il faut commencer à penser comme industrie plus grande. Puis oui, c'est la créativité qui va nous sauver,
mais effectivement, le rassemblement des plus gros groupes, des forces à mettre ensemble pour aller reconquérir ou aller racheter ou aller ramener un peu de cette activité économique-là au Québec va aider toute la créativité qu'il y a ici. Bon, je pense que c'est très clair que toute l'industrie se trouve dans une transformation, pas seulement la communication et la créativité, nous aussi. Si je regarde parmi mes 5 marques les plus en croissance, il y a 4 marques qui font pas de publicité traditionnelle ou presque pas de publicité du tout. Il y a La Roche-Posay qui travaille avec des dermatologues depuis 20 ans et il y a tellement de contenu, les gens cherchent du contenu de communication. D'autres marques, c'est Kilts avec nos magasins. Alors les gens cherchent l'expérience, si c'est pas numérique, mais c'est vraiment dans des vrais magasins. Il y a 2 marques avec Urban Decay qui est la marque numéro 1 de maquillage en sélectif et NYX qui est une marque qu'on a achetée juste 1 an et demi parce qu'on ne connaissait pas ce modèle. Les deux sont tellement rapides en termes de progression et sans un sou en médias. Et on était très fiers il y a 3 ans qu'on était le numéro 1 dans notre catégorie en termes de dépenses des médias. Aujourd'hui, on est très fiers qu'on a certaines marques dans notre portefeuille qui s'adaptent à cette nouvelle réalité de communiquer dans les médias sociaux. En même temps, il faut communiquer beaucoup plus rapidement. Et c'est là, je pense, où les agences avec nous ensemble, on a des grandes opportunités. Je pense que c'est là où il faut focuser là-dessus, qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes fiers si on fait 2-3 posts par jour, mais nos concurrents, ils font 7 à 10. Et des vidéos. Richard m'a dit que voilà, vous travaillez avec des YouTubers. Ça, c'est un réseau incroyable. Alors, il y a des opportunités. Il faut juste les saisir et être plus rapidement que le reste. Et il n'y avait pas, je pense, un événement de l'industrie des cosmétiques, mais je pense qu'il y a 10 ans, il y avait encore pas mal de maisons mères ici. Aujourd'hui, nous sommes parmi les grands, les seuls qui sont encore ici. Et ça, c'est un grand défi pour Montréal, pour le Québec, que d'un côté, on a un bassin super des talents créatifs, mais il faut aussi être capable d'attirer ou faire rester des talents qui sont ici pour des études, pour créer un environnement où nous sommes le meilleur en termes de créativité, mais aussi adaptés aux nouveaux besoins. Et aujourd'hui, la croissance ici au Canada va venir des fortes croissances des minorités ethniques. Alors il me faut des gens qui comprennent les Sino-Canadiens et des Indo-Canadiens. Et ce mélange, cette diversité, pour moi, ça c'est l'avenir de notre industrie et aussi l'avenir de Montréal. Pas beaucoup d'Indo-Canadiens ou de Sino-Canadiens. En tout cas, on est tous pas mal blancs, là, je nous regarde. Mon patron de la plus grande division, il est Indo-Canadien. Mais il y a un petit signal, là, dans le fond. Regardez-vous, là. OK, on continue. Si on va en Ontario, c'est le contraire, par contre, quand on participe à toutes sortes d'événements. Moi, je ne suis pas surpris de l'étude. Ce que je trouve, par contre, c'est que c'est une industrie qui participe à l'essor économique du Québec et on en parle souvent très peu. Je mentionnais tantôt Bombardier. L'aérospatial est à peu près le double du secteur économique, puis on en parle presque à tous les jours. On sont dans tous les articles de presse, et donc cette industrie-là, on sert moins bien. On est aussi des cordonniers mal chaussés à cet égard. Puis je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Une des statistiques qui m'inquiète quand on parle de 9 millions de revenus qui quittent la province pour des agences de l'Ontario, ça m'inquiète, ça représente à peu près 100 emplois par année, une agence de taille moyenne ou une grande agence qui quitte le pays au niveau des emplois ici. Il faut se battre, puis il ne faut pas être gêné d'aller puis de traverser les frontières du Québec pour se battre pour des comptes nationaux qui sont basés ici ou à l'extérieur. Puis ça fait 2 ans que je suis chez Publicis. Frank et moi, on parle de transformation. On a été avec leurs équipes. On était justement chez L'Oréal la semaine passée. On parle de transformation. On se transforme ensemble, en réalité. On travaille là-dessus pour voir comment est-ce que, entre le numérique et ce qu'on dit le traditionnel, là, la bonne nouvelle, la pub n'est pas morte. Mais on fait beaucoup plus que de la pub aujourd'hui. J'ai une question qui me brûle les lèvres, puis elle est toujours délicate, cette question. On a parlé de masse critique tantôt. Je pense qu'on peut parler de l'angle des clients, évidemment les sièges sociaux, puis on y reviendra. J'aimerais qu'on parle de l'agence 2 minutes. Est-ce qu'on est condamné à un modèle où on crée des agences qu'éventuellement on va vendre, intégrer dans des grands groupes mondiaux? Et ce faisant, est-ce qu'on va perdre ici du pouvoir décisionnel
Évidemment, il y a Sidley récemment, il y a eu Cossette, il y en a d'autres. Du milieu des affaires, il y a toujours un rêve que des champions vont émerger. Le CGI, dans son secteur, il est pesant, il fait des acquisitions à l'international et il demeure CGI. Il est un acquéreur. Dans le domaine ici, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est souhaitable? Des gens disent rapidement, si on veut être capable de desservir planétairement, globalement, ben, il faut être dans ces grands groupes. Et on n'en a pas de ces grands groupes au départ ici. Réaction sur cette masse critique? Quand tu regardes les valeurs de capitalisation boursière des grands groupes de publicité à travers le monde, je ne pense pas qu'il y ait un joueur québécois qui va aller faire de la consolidation. En tout cas, ça m'étonnerait énormément qu'on assiste à ça même dans les 20 prochaines années. Maintenant, je veux dire, le phénomène de la mondialisation est inévitable. Puis quand tu regardes les acquisitions qui se font ici, c'est vrai qu'on peut dire, bon, on perd notre côté artisanal, mais il faut se rappeler une chose. Dans l'industrie de la publicité au Québec, elle était liée au développement du nationalisme, puis de la prise en main, puis de l'entrepreneurship et tout ça. Et on passe à autre chose maintenant. Mais c'est sûr que quand tu te fais avaler par un grand groupe, puis je pense que plusieurs le vivent dans bien des domaines, il y a sûrement une perte de liberté ou d'autonomie. Mais en même temps, il y a des gains qui sont énormes. Tu peux commencer à travailler à partir d'ici sur des comptes qui sont internationaux, que tu peux pas faire nulle part. Et là, tu développes une expertise qui est le fun. Bon. Moi, je regarde juste nous autres, la Presse Plus, parce qu'on était confinés en environnement du Québec. Aujourd'hui, on a des gens, nous autres, qui constamment sont à travers le monde, essayer d'implanter notre technologie ailleurs et tout ça. On soit, la semaine prochaine, les gens d'LPS sont chez nous. Le mois dernier, c'était les gens de Gannett. Tu sais, on a des réseaux maintenant qui sont internationaux. C'est intéressant et je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Donc, moi, je pense que la concentration, c'est un choc culturel, mais c'est pas la fin du monde. Mais je pense qu'il faut voir ça aussi que c'est la démonstration qu'il y a du talent au Québec, s'il y a des gens qui sont prêts à acquérir ces boîtes-là. Puis, si on regarde dans l'historique d'une transaction, souvent, les gens qui sont acquis, bien, ils travaillent là quelques années, puis ensuite, ils partent leur propre projet, ils vont ailleurs, ils font autre chose. Fait qu'il y a quand même une création économique qui peut se faire de ce côté-là, que les gens, par la suite, vont partir de leur propre modèle puis essayer de reconstruire de ce côté-là, que je trouve quand même assez positif de ce côté-là. Ce que je demanderais peut-être à ces boîtes-là, qui soudainement, ayant accès à des grands groupes, bien, c'est d'aider le reste de l'industrie à grandir avec eux. On a vu le Cirque du Soleil qui l'a fait pour plusieurs entreprises au Québec, ultimement, que dans l'explosion du cirque, il y en a qui ont suivi dans l'espèce de sillon. Bien, le fait qu'aujourd'hui, qu'il y a des agences où on a des champions au Québec, ultimement, de la créativité qui peuvent aider une industrie au complet autour, si on peut avoir accès à des plus gros budgets parfois ou à des idées extraordinaires qui vont faire le tour de la planète. On a du talent exceptionnel au Québec. Puis parfois, malheureusement, ça prend des comptes de l'extérieur. Je regarde quelqu'un que je connais bien, Olivier Staub, cette année, qui a gagné 4 créas à Cannes. Mais c'est une agence de la France qui a donné sa chance pour y arriver, ultimement. C'est pas parce que le Québec ne l'a pas donné, on n'avait pas accès à ces comptes-là, on a différents trucs. Mais ce que je demanderais, justement, si on parle comme industrie, bien, c'est qu'il y ait une suite, à quelque part, que les gens soient fiers de ce qui se fait au Québec, puis qu'on s'entraide en tant qu'industrie. On est compétiteurs, certes, mais je pense qu'on peut aider toute l'industrie à grandir puis tirer profit du fait, justement, que les belles boîtes ou certaines boîtes sont vendues à des grands groupes, bien, on a accès à autre chose, c'est la mondialisation. Fait que je suis vraiment dans la foulée de Guy là-dedans. C'est un peu inévitable, il n'y a personne qui a la capitalisation boursière pour le faire, mais peut-être qu'un jour, on pourra le faire dans la nouvelle opportunité qui est le numérique. Moi, je suis aussi d'accord avec Richard qu'il y a une grande opportunité de ne pas rester juste focusé sur le Québec. Hein. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement la concentration, mais c'est vraiment d'aller en compétition avec les meilleurs. Hein. New York, c'est à 45 minutes d'avion. Hein. C'est là le mec des agences. Et on travaille ensemble avec Publicis, qui est maintenant presque 100% intégré avec Publicis mondialement. C'était quand même aussi une agence, d'abord avec BCP québécoise canadienne, mais on travaille super bien. On a des projets qui sont nés ici avec Vichy Works for Me, qui étaient créés ici avec les équipes canadiennes québécoises, qui maintenant ont fait le tour du monde dans un grand réseau. On travaille avec Marketel, qui est encore plus indépendant de McCann, mais aussi là, sur Maybelline et aussi sur L'Oréal Paris, il y a beaucoup de campagnes qui sont nées ici, qui font après le tour du monde. Et il y a une autre agence qu'on travaille ensemble, et ça peut être aussi un autre modèle, c'est que des anciens de L'Oréal, ils ont créé Tuxedo, qui travaille avec nos marques à Paris, à New York, au Brésil, sur des projets peut-être pas la pub traditionnelle, mais vraiment beaucoup plus poussés. Alors pour moi, il y a 3 différentes façons de réussir.
Et qu'est-ce qui est bien, c'est aussi pour nos équipes chez L'Oréal, et pour moi, c'est essentiel qu'on reste aussi attirant comme employeur, que les Québécois, mais les Canadiens, ici, ont un bon réseau de terrains de jeu pour après faire leur carrière ailleurs. Et aujourd'hui, on est très fiers qu'on ait 51 des L'Oréaliens canadiens qui font leur carrière à travers le monde. Il y en a juste 13 qui sont venus ailleurs. Alors ça montre qu'on est net exporteur des talents. Et pour moi, c'est ça qui compte. Hein. On a une bonne formation et on peut apporter de valeur, je pense, à tout le niveau. Je dirais que le phénomène de la modélisation, je suis d'accord, Guy. Dans une entreprise de service, ça ne coûte pas cher à partir une agence. Donc, c'est certain qu'il va toujours avoir des plus petits joueurs, énormément de pigistes. C'est ce que moi j'appelle, c'est du jus de cerveau qu'on vend. Fait qu'en bout de ligne, partir ça, c'est pas ce qui est coûteux. Donc, par défaut, 75% des agences membres sont des agences, des plus petites agences qui ne font pas partie de groupes, puis c'est bourré de talent. Donc, c'est certain qu'au Québec, moi, je pense qu'il y a encore de la place pour de la consolidation. C'est ce que j'ai fait, moi, en réalité, avant de vendre à Publicis il y a 3 ans. J'ai tenté de regrouper plusieurs agences dans ce marché-là pour avoir une consolidation de joueurs, parce qu'on le voit quand on parle de plus faire de la publicité, puis qu'on parle d'un écosystème beaucoup plus large, un consommateur qui agit où il faut le rejoindre sur plusieurs canaux, bien, ça prend une multitude d'experts. Puis une agence qui tend à être plus petite, plus spécialisée, ne pourra pas rejoindre le consommateur sur l'ensemble des canaux ou sera très généraliste si elle tente. Donc, d'avoir plusieurs petits joueurs, puis une consolidation de ces joueurs-là va faire en sorte qu'on va être capable de répondre aux besoins grandissants de nos clients, que ce soit ici ou à l'extérieur du Québec. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, puis on parle plutôt de l'évolution du métier, si on veut. Là. Très près de moi, j'ai un fils de 22 ans. Je pense qu'à part une partie de hockey, il n'y a pas un média qui va me rejoindre puis le rejoindre. Ils ne regardent pas la télé, dans le fond. On ne regarde pas les mêmes choses. On ne prend pas nos informations aux mêmes endroits. Je pense à Guy, vous avez une plateforme, en théorie, où vous voudriez rejoindre large. Comment ça se passe? Puis peut-être, comment ça se passe, cette fragmentation de l'auditoire, de la clientèle? Bien, moi, je dirais que pour le cas de la Presse Plus, c'est probablement notre plus grande fierté. Premièrement, on a réussi à rajeunir énormément notre auditoire. On surindexe la catégorie 25-54. Les gens nous consacrent 40 minutes en moyenne de consommation par jour. Puis aujourd'hui, on est un média de masse. C'est assez fascinant. Là. Ça montre à quel point le monde change vite. En 30 mois d'existence, la Presse Plus est aujourd'hui un média plus performant que la presse papier qui va fêter son 131e anniversaire. Donc, ça te montre à quel point tu peux changer des modèles. Donc, et je pense que le défi aujourd'hui, c'est justement le changement de modèle et de s'adapter rapidement. Quelque chose sur la fragmentation? Parce que ce qui me frappe là-dedans, c'est que je me dis que ça doit être plus difficile d'avoir un concept, puisqu'il y a plusieurs clientèles. Mais là, je ne suis pas un expert. Je vous ouvre la parole. Bon, on est leader au Canada en beauté et mondialement aussi. Avec 30% de part de marché, on a 36 marques. Alors, on est fragmenté. Et qu'est-ce que maintenant, avec le numérique, nous permet? C'est qu'on peut vraiment cibler des cibles très précises et aussi dans une façon abordable. En même temps, il faut après avoir aussi des idées que cette cible très pointue sont intéressés par le message. Et c'est là où les idées, j'ai bien aimé le vidéo, que ce n'est pas une idée qui en crée une fois et après ça ne va plus changer. Aujourd'hui, c'est tellement rapide qu'il faut développer les idées. Et je pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui d'être beaucoup plus réactif. On a des opportunités de A/B testing et ce n'est pas juste AB, c'est A, B, C, D, E, F, G. Alors, dès le début, aujourd'hui, je challenge mes équipes d'avoir plusieurs façons de parler au cible cœur. Et aujourd'hui, avec les médias, on est capable, on a parlé avec Guy aussi, il a une super belle portée, c'est bien pour certaines marques, mais après, je suis plus intéressé d'aller plus dans les cibles. Et après, il faut trouver une façon qu'on a un return investment pour nous autres, que la production ne coûte pas trop cher. Mais je suis absolument convaincu, et je vois les marques qui sont le plus en croissance sont les marques très ciblées. Je vais juste revenir, j'adorerais ça, moi dire, nous, on est les leaders beauté mondiale. Il me semble que ça sort bien. C'est le fun, ça. Les leaders beauté mondiale. Je voulais juste, parce que dans quelques minutes, ça va être le tour du plancher. Dernière question sur la mondialisation. Il
on disait tantôt, il y a des communautés ethniques ici, on peut puiser là-dedans. Éventuellement, il y a des clientèles. Ma question, elle est quand on pense à l'Asie, quand on pense à la Chine. Je regardais les types de publicité en Chine, je ne suis pas sûr que ça m'atteignait. Est-ce qu'on peut, d'ici, desservir les besoins publicitaires sur ces marchés-là? Question assez basique, mais peut-être L'Oréal, il viendrait-tu ici le réflexe de penser que de Montréal, on pourrait servir une campagne de publicité sur ces marchés-là? C'est une grande idée, clairement oui. Mais aujourd'hui, je pense pour moi, ça commence déjà que la croissance au Canada est attachée à des nouveaux Canadiens. Alors ça veut dire que à Montréal, c'est peut-être pas encore si pressant, mais à Toronto, on vient d'ouvrir la semaine dernière un magasin de cette nouvelle marque NYX. On n'a pas choisi le Toronto Eaton Center, on a choisi Square One, qui est au milieu vraiment d'un quartier extrêmement multiethnique. On n'a pas dépensé un sou en publicité, on a juste travaillé ensemble avec les vloggers sur Instagram, et on a eu plus que 1000 personnes qui ont attendu devant la porte. Et le mall management nous a dit, après Apple, c'était l'ouverture la plus importante. Parce qu'on a des produits qui répondent à leurs besoins, on communique comment eux veulent communiquer. Aujourd'hui, si je regarde les pubs qui se font très bien en Chine, je pense que ce n'est pas encore adapté à nous. Mais moi, je pense que le Canada a le grand avantage que les Chinois regardent après aussi qu'est-ce qui se passe chez nous, parce qu'il y a pas mal de Chinois ou des Indiens qui sont peut-être aussi après précurseurs pour une culture beaucoup plus homogène. Alors, et après, il faut y aller. Il faut avoir un bureau à Shanghai, et je suis assez convaincu que le mélange va créer les meilleures idées. Oui, il y a possibilité. C'est sûr que la Chine, c'est pas compris les pubs, c'est peut-être une question de langue. Mais oui, je donne un exemple concret de Neuron. On a un centre d'expertise en mobilité qui dessert plusieurs bureaux à travers le monde de Montréal. C'est des talents montréalais qui travaillent sur des applications mobiles pour Adidas, qui travaillent pour une expérience en mobilité pour les San Francisco 49ers du bureau de Montréal. Donc, même pour des réseaux qui sont limités plutôt et plus souvent à des territoires géographiques, c'est de créer des centres d'expertise, d'excellence ici, qui sont capables de servir d'autres marchés au-delà de la langue, pour moi. Puis, si on est capable d'exporter ce talent-là, ça va créer des emplois ici pour du talent québécois, peu importe la frontière, puis peu importe le marché dans lequel on travaille. On s'ouvre tous des bureaux à Shanghai, c'est ça que... Ouais, hein? Non, mais c'est vrai, dans le fond, que... En fait, moi, j'arrive de là, puis je vois que ça prend une présence réelle si on veut jouer là-bas. D'où l'importance peut-être des grands groupes planétaires, d'où peut-être la stratégie de toujours accepter qu'éventuellement, on fera partie de ces grands groupes. J'aimerais qu'on les acquiert, mais si on n'a pas les capitalisations, on va faire avec. Mais le développement de l'expertise, c'est ça qui distingue les joueurs des uns des autres. On est à la fin du temps qu'on avait, où j'avais le privilège d'être le seul à poser des questions. Là, maintenant, c'est ouvert. Donc, on a des gens qui ont des micros. Vous levez votre main, ou vous vous levez debout, comme ça on vous voit, c'est sûr. Et vous pouvez enfin poser la question de vos rêves à Guy Crevier. Ou à un de nos panélistes. Allez-y. Présentez-vous, s'il vous plaît, juste pour qu'on sache d'où vient la question. Oui, bonjour. Marie-Claude Ducas, journaliste. J'ai une question qui a lien à un sujet que vous avez effleuré à plein de moments pendant le panel. Vous parliez de mondialisation, de la possibilité d'exporter le talent d'ici, ou à tout le moins d'importer les mandats d'ailleurs ici. Qu'est-ce que les créateurs québécois ont à offrir? Qu'est-ce qui peut faire qu'on soit intéressé à faire appel à l'expertise québécoise ici? Qu'est-ce qu'on a possiblement à vendre plutôt que d'aller voir des Américains, d'aller voir d'autres Européens? À moi? Je pense qu'elle était dirigée à M. Crevier. Qu'est-ce que... C'est certain, comme je parlais tantôt, les centres d'excellence, de uniquement aller vendre la créativité. C'est assez large comme terme, puis tu en as fait une mention tantôt au niveau du début, Michel. C'est trouver
quand on parlait tantôt d'être cordonnier mal chaussé, si on applique le principe du marketing, si on veut aller à l'extérieur, si on veut être capable de vendre nos services, il faut se différencier. Si on s'en va sur le territoire de la créativité en disant qu'on est créatif, proof's in the pudding. Il faut aller le montrer. Puis, je pense que ça passe encore par une différenciation, trouver quelque chose qui se différencie ici, qu'on peut aller dans d'autres marchés. Puis, pour le talent, si vous ne faites pas partie des réseaux, pour moi, c'est de trouver des alliances stratégiques dans lesquelles vous pouvez complémenter les agences ou les joueurs dans d'autres marchés. Donc, pas aller et dire « je suis capable de faire la même chose ». Donc, il faut aller dans ces marchés-là pour offrir quelque chose qui va complémenter l'offre de services que ces joueurs-là ou que les autres vont avoir dans d'autres marchés. Oui. Chez Richard, il a fait allusion tantôt. Regarde juste la production publicitaire, combien de grands réalisateurs maintenant, dans le domaine du cinéma, puis le Cirque du Soleil, combien de business a donné naissance, puis de gens qui aujourd'hui ont des mandats à l'international, For You to See, Moment C'est ce Factory. que je voulais parler pour les maisons de production. On a une opportunité présentement qui s'appelle le taux de change, de mettre à profit de façon mondiale, ultimement, le talent québécois. Puis quand on parle des Jean-Marc Vallée, des Denis Villeneuve, des Christian Fortier, des Maxime Giroux, c'est des talents absolument extraordinaires qui peuvent se comparer à n'importe qui sur la planète à plus faible coût pour l'instant, parce qu'autant les équipes techniques que le talent et tout ça au Québec est extraordinaire. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant un peu pour démontrer à des gens qui viennent ici, bien, non seulement ils ont la meilleure qualité ou une qualité comparable partout, mais à moindre coût aussi. Puis je pense qu'il ne faut pas se le cacher dans les décisions des gens de... Il n'y a pas que la créativité qui influence une décision d'affaires, à savoir vous allez faire votre production où, qu'est-ce que vous faites. Il y a le côté financier aussi. Frank en parlait tantôt. Je pense que tous les clients sont plus soucieux maintenant du retour sur investissement, sur tout ce qu'ils font comme investissement publicitaire. Donc, c'est une belle opportunité en soi. Si je peux juste ajouter, comme je dis, chez nous, les Québécois et les Canadiens ont énormément de succès dans le groupe parce qu'ils combinent normalement 2, même des fois 3 cultures. Alors, il y a notamment au Québec, voilà, on a très fort attachement avec l'Europe, notamment la France. Mais en même temps, alors c'est notre créativité qu'on trouve au reste de l'Amérique du Nord. En même temps, on est quand même dans un univers nord-américain qui nous donne beaucoup plus de pragmatisme et professionnalisme qu'on peut très bien voir avec Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, pour moi, c'est un mélange idéal entre les deux cultures. Je pense maintenant, il faut enrichir notre expérience avec l'ouverture vers l'Asie. Okay? Et je pense que ça, avec tous les étudiants qu'on a ici en ville, on a une opportunité formidable. Et c'est vraiment la diversité qui crée la créativité pour moi. Et après, the sky is the limit. Merci. D'autres, une main là-bas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Je me sens comme à l'encan. Bonjour Sébastien. Oups. Il est réveillé. Oui, on manque un peu de café par exemple, s'il y en a un peu. Mon nom est Sébastien Foré, groupe Police. Ma question, en fait, c'est une question et aussi une réponse à Marie-Claude. En 2007, l'APQ a lancé un programme qui s'appelait Montréal.ad et aussi un programme qui s'appelait le Youth Lab, qui était en fait une réponse à la question « Qu'est-ce que le Québec a à offrir ?» Le Québec est un microcosme économique hors norme. Il n'en existe pas d'autre au monde, à part peut-être un autre en Europe. On a des créatifs extraordinaires. Notre capacité, c'est d'expérimenter les nouvelles solutions de communication et de les mesurer, d'en mesurer l'impact dans un marché d'une taille qui est réaliste, abordable. Les personnes qu'il faut aussi rallier dans nos organisations, c'est les gens de recherche et les gens de mesure. Nous avons des grandes innovations au niveau des médias. Jessica est un parfait exemple. Donc, je vous invite à considérer cette notion d'expérimenter au Québec des solutions d'écosystèmes qui ne peuvent se faire nulle part ailleurs pour les grandes marques internationales. La question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si quelqu'un veut se risquer. Non, je pense... J'ai déjà répondu avant avec l'exemple de Tuxedo, de publiciste avec She Works For Me. Hein? Mais ça ne peut pas juste être une déclaration d'amour. Okay? Ça doit faire aussi du sens en business et doit apporter. Alors, nous sommes le premier à investir. Et voilà. Mais je vous encourage, allez à New York, allez à Paris. Il ne faut pas se cacher. Et c'est toujours bien de faire la compétition avec les meilleurs.
et demain Shanghai, parce que c'est comme un muscle, la créativité. Ça s'entraîne aussi. Le plus qu'on fait, voilà, le plus on reste aussi en forme. Mais moi, je choisis le Québec comme pour mon place de vivre. Alors, je suis complètement convaincu qu'on va réussir. Je voudrais relancer Guy un petit peu en lien avec ce qui vient de se dire. Tu l'as raconté plusieurs fois, mais moi, j'ai l'impression que la Presse Plus, c'est à l'avant-garde. Je ne sais pas si c'est le premier en avant. Là. C'est né dans un tout petit marché avec un vieux journal. Là, non, mais tu l'as dit, il est vieux, ce journal-là. Là, on n'est pas nombreux. Qu'est-ce qui explique que c'est né ici? Tu as raison, on est le premier au monde, mais c'est pas. Je ne veux pas faire le cas de la Presse Plus, mais c'est parti d'une idée. Okay? Puis après ça, c'est parti aussi d'une volonté de l'actionnaire de transformer l'entreprise. Mais ce qu'on parlait tantôt sur la créativité et les nouveaux modèles, c'est aussi vrai en business. Moi, je pourrais te parler de long en large de la Presse Plus, mais dans le groupe GESCA, on était un très grand développeur de business numérique, puis de business de production de télévision aussi, que Richard a pris la relève avec plaisir. Mais moi, ce qui m'a frappé, je donne un exemple, on avait une business de couponing, on cherchait du financement aux États-Unis parce qu'on voulait lancer au complet aux États-Unis. On se promenait et on rencontrait les gestionnaires de fonds. Okay? Une des premières questions qu'on nous posait, c'est « Êtes-vous en train de démolir un modèle existant? » Si oui, on a de l'argent pour vous autres. Okay? Donc, ça montre à quel point le monde est en train de changer. On est dans un monde d'idées. Bon, on regarde les chiffres tantôt. Puis moi, je reviens toujours à ça. Puis c'était la même chose pour la presse. Okay? La presse papier, c'est une business qui est simple. Tu as deux composantes de revenus. La publicité, puis les revenus de vente d'abonnement. Les deux, là, en Amérique du Nord, pas juste en Amérique du Nord, dans tous les pays industrialisés, sont à la baisse. C'est 56 des revenus des journaux qui ont disparu dans les 5 dernières années. Fait que tu peux regarder ça comme tu peux regarder des chiffres sur la publicité et dire c'était écœurant, on souffre, on perd des jobs pour Toronto, tout ça. Mais aussi, tu peux la regarder d'une autre façon en disant « Hey, est-ce qu'on peut développer un autre modèle? » Puis le modèle, ça revient un petit peu à ce que tu disais tantôt. T'sais. La génération, aujourd'hui, de consommateurs, ça n'a plus rien à voir avec la génération de consommateurs qu'on avait avant. Okay? Les gens s'informent, commercent, de façon différente qu'ils le faisaient avant. Donc, moi, je dis c'est la ruée vers l'art. Finalement, hein, je regarde, moi, je pourrais regarder mon industrie des journaux en disant « Hey, c'était écœurant, on souffre et tout ça. » Moi, j'ai regardé ça comme la ruée vers l'art. C'est fantastique. On est ouvert. Et non seulement c'est ouvert, tu as des capitaux, tu as de la technologie, tu peux changer des choses. Je reviens à mon exemple, 30 mois d'existence, plus performant qu'un journal qui a 131 années. Donc, moi, je dis, c'est un monde d'opportunités. C'est juste qu'il faut avoir des idées, puis il faut avoir la volonté de le faire, puis la créativité pour le faire. Voulais-tu intervenir? Pour répondre à la question de Sébastien, définitivement, je trouve que le Québec peut être une belle plateforme pour faire des tests ici, mais tant aussi longtemps qu'on se concentre uniquement sur le Québec, puis d'essayer de convaincre des annonceurs d'investir au Québec, que ce soit sous forme de test ou uniquement au niveau du marché, on va représenter 2-4 de l'Amérique du Nord. Puis, je crois encore que c'est d'aller vers l'extérieur et puis d'aller chercher les budgets qui ont lieu à l'extérieur. Donc, je trouve qu'un n'empêche pas l'autre, mais je ne miserai pas uniquement sur le Québec comme marché test pour l'Amérique, quoique je trouve que c'est une idée qui est absolument phénoménale, puis on avait participé au ULAL. Je trouve que le développement économique à l'extérieur va porter beaucoup plus. Mais pour que, aussi dans une industrie de services, pour que des agences fleurissent, ça prend des clients qui grandissent. Et au Québec, actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas depuis les dernières années, puis on le sent beaucoup plus aussi dans les derniers temps. On ne voit pas la croissance, n'est pas au rendez-vous, puis on est beaucoup plus sur le ROE. Donc, en réalité, on a tendance à beaucoup plus diminuer. Fait que ça se passe à l'extérieur, où il y a beaucoup plus la croissance, puis c'est de là va passer la croissance au niveau de notre industrie aussi. Mais faisons attention à ça, parce que la transformation au Québec, elle est commencée, puis il y a un coût à ça. Okay? Puis le coût à ça, c'est qu'au départ, tu as tendance à tomber. Mais regarde les grands groupes, les 4 dernières grandes transactions, regarde ce que vous autres avez fait, regarde Cossette qui lance son lab, regarde, bon, il y a une agence média qui vient de gagner le prix ici au Canada, Touché vient de gagner. On a de grandes réussites, puis il ne faut pas juger ça sur une courte laps de temps. Puis je trouve ça intéressant que la Chambre de commerce disait tantôt, ou l'association disait, on va refaire l'étude. Okay? C'est très important de faire une étude, ça me fait penser un peu à Statistique Canada. Tu as besoin de données de ton entreprise pour gérer l'avenir, mais en même temps,
peut-être qu'on devrait regarder comment c'est l'avenir. Tu sais, je veux dire, une étude, ça reste une étude de chiffres. Maintenant, c'est quoi les besoins des clients? C'est quoi les tendances mondiales? Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi les niveaux d'expertise qu'il faut développer? D'après moi, c'est la seconde étude qu'il faut faire. Et non pas refaire l'étude de chiffres. Si je peux rajouter un point. J'ai rencontré des gens de Neuron il y a quelques semaines, puis je leur ai dit, Maurice Lévy, qui est notre chairman mondial, nous a fait un cadeau. Il nous a fait un cadeau parce qu'il a fait l'acquisition de Neuron, puis du jour au lendemain, on est devenu, plus de 50 de notre business est aujourd'hui numérique au Québec. Puis je dis la même chose aux gens de Neuron, je souhaite qu'il vous ait fait un cadeau parce que si vous seriez resté numérique seulement, vous n'avez pas pu répondre nécessairement à tout l'ensemble de l'écosystème. Fait qu'ensemble, on réussit à être beaucoup plus fort parce qu'on a combiné deux expertises, deux façons de faire les choses d'une façon innovante. Là, on est ici au niveau de la courbe, mais on pense que ça va s'en aller là parce qu'on va être beaucoup mieux équipé dans le futur avec le virage qu'on est en train d'entreprendre actuellement. Une dernière question. La dernière, mon Dieu, merci. La dernière. Bonjour, Mélanie Castonguay, Ivanhoe Cambridge. C'est sûr que moi, j'ai le côté client. Et j'ai eu la chance hier d'assister à la conférence de M. Auchan, qui est dans le secteur de l'alimentation, qui est un des plus grands distributeurs alimentaires mondialement. Et il nous indiquait qu'un des facteurs de succès de Auchan était justement la latitude qui était laissée aux exploitants locaux, que ce soit à la création des produits, que ce soit au choix de design ou au merchandising. Alors, dans votre discours de mondialisation, je voudrais juste voir un peu plus votre vision de comment justement cette mondialisation-là peut cadrer avec les besoins des clients qui sont, somme toute, la connaissance très locale d'un marché et d'une expérience très particulière. C'est une bonne question, hein? C'est une très bonne question. Mon Dieu. OK. On travaille dans un... je vais parler partie d'un groupe. On travaille dans un carré de sable, mais ça ne veut pas dire qu'on est défini uniquement par ce carré de sable-là. Donc, il faut se battre à tous les jours pour le local, pour le développement local. Puis, je ne suis pas sûr que je réponds à ta question, tout à fait, mais je veux parler au niveau de l'agence. Je refuse d'être une agence d'adaptation au Québec. Je refuse de uniquement faire des campagnes d'adaptation, sinon on va connaître un déclin. On ne nourrira pas le talent. Donc, ça prend des clients locaux, ça prend une latitude locale, ça prend une agilité. Juste pour te citer, on parle de l'alimentation. On a fait une offensive, nous, à ce qu'on a tourné, réalisé, mis sur Facebook une vidéo à l'intérieur de 24 heures pour réagir à un programme, à un post qui était fait par des consommateurs locaux, qui était parti viral. Donc, on a dû réagir. Ce n'est pas avec la mondialisation et la globalisation qu'on va être capable de répondre à ça. Donc, en réalité, il faut avoir cette agilité-là locale. Donc, je pense que ça prend une partie importante. La journée où on ne devient que global puis qu'on fait des choses globales, bien, je pense qu'on va may as well close shop. Moi, je disais que la concentration était inévitable, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tous ceux qui vont se concentrer vont réussir. On l'a vu avec Target. Ce n'est pas toujours une question de capital. Hein? Ce n'est pas le capital qui t'amène à réussir, c'est souvent la gestion des idées. Ça revient un petit peu à la vidéo qu'on voyait au début. Tu sais. Maintenant, moi, je me suis toujours posé la question comme dirigeant d'entreprise. Tu sais, comment tu gères ton idée? Pour moi, ça devient à la culture d'une entreprise. Il y a des cultures d'entreprise qui favorisent ça, la gestion des idées. Tu sais, si ta meilleure idée aujourd'hui, c'est ton gardien de sécurité à la porte qui l'a, mais comment tu t'assures que ça monte dans l'entreprise, que les gens en discutent et que tu la valorises et que tu l'améliores, puis qu'après ça, tu en fais une stratégie puis un plan. Mais il faut... moi, je pense que dans les entreprises aujourd'hui, il faut valoriser les idées. Ça remet de l'avant aussi la créativité. Je pense que c'est le point premier qu'on parlait ici. Aujourd'hui, l'opportunité, c'est que toutes les marques deviennent un média. Un supermarché devient un média de diffusion, une marque comme Frank ou un truc comme ça. Donc, c'est comment la créativité peut réagir rapidement. Auchan, c'est peut-être une façon, il y a différents trucs, mais la réelle opportunité, c'est ça. Je pense qu'on revient avec une école de créativité qu'on met de l'avant. Je pense qu'il faut mettre vraiment l'emphase sur le talent, qu'il soit à l'intérieur de ton entreprise ou ultimement comme industrie qui fait en sorte que tu peux capitaliser sur des opportunités parce que chaque marque aujourd'hui est un média. Ultimement, si tu connais bien ta clientèle, tu connais bien tes clients, tu es capable de leur parler directement. La technologie te permet d'avoir un accès direct aux consommateurs et si tu les traites bien, tu les respectes, tu les stimules, bien, la marque va grandir. Puis je pense que des annonceurs intelligents
comme Frank ici, ils l'ont compris, ça, ultimement. Puis c'est comme ça que nous autres, comme entreprise de service, il faut les aider à grandir à travers ça, mais ça passe par la créativité. Pour moi, la révolution numérique, c'est vraiment une grande opportunité pour plus de communication et créativité locale. Et en même temps, il nous faut des plateformes technologiques, un peu comme la Presse Plus a fait, qui peut être après mondiale. Mais une fois que la plateforme technologique qui coûte extrêmement cher est faite, ça permet à les marques locales, même, comme je dis, ça va être de plus en plus fragmenté. Et pour moi, ça, c'est une grande opportunité pour la créativité locale. Mais vraiment, mon appel, le Québec ne devrait pas rester juste local. On est trop bon pour ne pas être en compétition avec tout le monde et on peut gagner à Cannes, à Shanghai et partout. C'est mon grand appel pour l'avenir du Québec et du Canada. Michel, je peux te dire un dernier point. Vas-y. Mélanie, je sais que tu travailles pour une firme qui est aussi, je pense, mondiale maintenant, là? Oui. 70, 20, 10. 70 % c'est la valeur sûre, 20 % innovation, puis 10 % au niveau du risque. Fait que tes valeurs sûres, c'est ce qui va venir mondial, global, tu n'as pas le choix. Le 20 % tu innoves avec, puis le 10 % tu le mets à risque. Puis là, ça, c'est tes opportunités locales, d'après moi. Bon, d'accord. C'est pas ça. 70, 10, 20. 20, 10, voilà, c'est beau. Moi, le temps a filé, donc c'est le temps de fermer. Moi, je voulais vous proposer quelque chose, vu que je vous ai captif dans la salle. Pour ceux qui l'auraient remarqué, au printemps dernier, on avait fait une initiative sur Paris qui s'appelait Montréal à Paris. La Chambre avait été impliquée avec Tourisme Montréal et on avait profité de l'ouverture de l'exposition Jean-Paul Gaultier au Grand Palais à Paris pour faire une semaine d'événements qui était fondamentalement mettre de l'avant la créativité. C'était la thématique qu'on avait choisie à ce moment-là. Et Sidley avait été très présent, Moment Factory. Et cette année, on va le refaire sur Paris. Ça s'adonne que la semaine, je pense qu'il y a un événement dans l'agriculture, donc il va y avoir un côté agricole. Mais je veux absolument qu'on reste dans la créativité. Je crois dans la persistance des choses, la récurrence. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ça va être à Paris, de mémoire, c'est au mois de mars. Ça va être une semaine. Et on envisage de faire un Montréal à Londres et un Montréal à New York. Et ça s'apparente un peu à ce qui avait déjà été fait avec Yule. Donc, vous êtes des créatifs. Nous, à la Chambre, on est des corporates. On essaie d'être des créateurs d'affaires. Si on peut travailler ensemble, comment aller dans ce sens-là? On a ciblé ces 3 villes-là. Ça coûte moins cher qu'aller à Shanghai. Mais éventuellement, pourquoi pas Montréal, dans des grandes capitales du monde, une fois par année, mettre de l'avant notre créativité. Food for Thought, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à nos panélistes. Merci. Merci.